Il y a parfois des films qui vous marquent de façon étonnante. Mon premier visionnage de Donnie Darko ne fut pas un coup de foudre. En effet, je n'avais même pas terminé le film car je ne le comprenais pas. Le sentiment de malaise m'envahissait et je semblais aussi perdu que notre personnage principal. Pourtant, cette œuvre finira par être culte pour moi, et ce pour plusieurs raisons. Mais encore, il sera même un exemple pour mes visionnages de films. À savoir terminer le film même si on comprend pas tout au premier abord. Tout commence lors d'un été où je trouve une VHS plutôt intrigante avec un casting familier. Mis à part Jack Gyllenhaal et sa sœur Maggie qui m'étaient inconnus à l'époque, le reste de celui-ci me hypait au plus haut point. Noah Wyle, célèbre pour son rôle du docteur Carter, Drew Barrymore qui à l'époque était assez présente au cinéma notamment avec le film Le Drôle de Dame, ou encore Patrick Swayze, célèbre pour son rôle de sex symbole dans Dirty Dancing, Ghost ou même La Cité de la Joie. Hormis ce casting, le prix de la VHS était de 3 €. Pas de réel risque financier pour visionner ce film. Pourtant, comme je l'indiquais plus tôt, mon premier visionnage fut presque une punition. Trop de mystères, trop lent et une impression de ne pas avoir eu beaucoup de réponses. Je sentais que je me poserais beaucoup plus de questions à la fin du long métrage sans avoir de réelles réponses. Quelle erreur fut d'arrêter mon visionnage à 30 minutes de la fin. Par chance, par une soirée d'ennui, je décidai d'attaquer la fin. Et pour ne rien vous cacher, cette fin m'a fait rembobiner la cassette au début et c'était reparti pour un deuxième visionnage. Comme vous vous en doutez, et vu le nom de l'émission, je vais vous expliquer pourquoi ce film est devenu important pour moi et en quoi il est devenu culte. Mais avant toute chose, un peu d'histoire et de chiffres. Lors de sa sortie initiale en octobre 2001, Donnie Darko passe relativement inaperçu, puisqu'il n'a réussi qu'à récolter un peu plus de 517 000 $ de recettes aux États-Unis. Le peu de succès obtenu peut s'expliquer par la publicité du film, mettant en scène un avion qui s'écrase, et les attentats du 11 septembre, qui se sont déroulés un mois auparavant. À l'international, le film totalise plus de 2,5 millions $. La version Director's Cut sort en juin 2004 dans 22 salles, et totalise cette fois-ci plus de 753 000 $ de recettes. Le cumul des deux versions se porte à 1 270 000 $. En France, le film ne parvient qu'à réunir que 74 000 entrées. Malgré une performance médiocre au box-office, le film est acclamé par la critique. 87% de taux d'approbation sur le site Rotten Tomatoes pour la version de 2001 et 90% pour la version Director's Cut. Donnie Darko est un film de science-fiction américain écrit et réalisé par Richard Kelly, sorti en 2001. Le film se classe comme un thriller psychologique et fantastique, raconte l'histoire de Donald Donnie Darko, un adolescent de 16 ans pas comme les autres. Intelligent et doté d'une grande imagination, il a pour ami Frank une créature que lui seul peut voir et entendre. Lorsque Donnie survit par miracle à un accident, Frank lui propose un étrange marché, la fin du monde approche et ce dernier doit accomplir sa destinée. Des événements bizarres surviennent dans une petite ville tranquille, mais Donnie sait que derrière tout ça se cachent d'inavouables secrets. Frank l'aidera à les mettre à jour, semant ainsi le trouble au sein de la communauté. Frank lui annonce que la fin du monde adviendra dans 28 jours, 6 heures, 42 minutes et 12 secondes. Jack Gyllenhaal est la révélation du film. D'ailleurs, c'est dans ce film que je l'ai découvert et il incarne le personnage principal. Maggie Gyllenhaal, la propre sœur de l'acteur, incarne en effet Elizabeth Darko, donc la sœur de Donnie Darko. Au casting, nous avons aussi Mary McDowell, la mère de Donnie, et James Duval, son meilleur ami Frank. Les deux acteurs, eux aussi, se connaissent avant le début du tournage pour avoir joué ensemble dans Independence Day de Roland Emmerich. Le film est ressorti en Director's Cut. Cette version étendue du film sorti le 29 mai 2004 ajoute 20 minutes de scènes supplémentaires, des extraits du livre de la philosophie du voyage dans le temps, mais aussi change l'ordre de plusieurs musiques.
Dans la version Director's Cut, la place de ces musiques est changée, le film n'est plus ouvert sur The Killing Moon, mais par Never Tear Us Apart de In Excess. The Killing Moon remplace ensuite Under the Milky Way durant la scène de la fête. Under the Milky Way est joué dans la radio lorsque Donnie et son père sont en voiture. Certaines chansons n'ont pas été choisies par hasard, même si elles semblent évoquer les tubes de l'époque. Par exemple, le refrain de la chanson de The Killing Moon, d'Echo and the Bunnymen, Echo et les Hommes Lapins, dit notamment « Le destin contre ta volonté, contre vents et marées, attendra que tu te donnes à lui ». Ce que fait le héros dans le film à la fin en choisissant d'accepter sa mort pour sauver ses proches. Continuons toujours dans la musique du film, puisque contrairement à certaines productions, la musique et même la bande originale dans son ensemble a un sens précis. En effet, on ne joue pas que sur l'époque des années 80, et son but n'étant pas d'évoquer la nostalgie, mais de nous donner des pistes sur le scénario. On n'est pas du tout sur du Marvel balançant des morceaux qui n'ont rien à voir avec le visionnage, n'est-ce pas Captain Marvel? Richard Kelly choisit Michael Andrews pour travailler sur la musique du film, ce dernier désirant ajouter une chanson à la bande originale. Il choisit Mad World, le premier tube du groupe Tears for Fears en 1982, et demande à son ami d'enfance Gary Jules d'en interpréter une nouvelle version, remplie finalement d'émotions et plus acoustique que l'original. Parmi les autres morceaux que l'on peut entendre dans le film, on peut citer Love Will Tear Us Apart de Joy Division, Notorious de Duran Duran et Proud to Be Loud de Pantera, mais aussi un autre titre de Tears for Fears, Head Over Heels, qui illustre une scène mémorable, celle de l'arrivée et de l'entrée dans leur collège de certains protagonistes du film, dont Donnie Darko. Le film se situe dans la ville fictive de Middlesex, en Iowa, pendant la campagne présidentielle de 1988. Donald Darko, souffrant de somnambulisme et d'hallucination, est pris en charge par un psychiatre. La nuit du 2 octobre, le réacteur d'un avion de ligne s'écrase dans sa chambre. Cet événement est la base de l'intrigue du film, car il entraîne l'altération de l'espace-temps et du temps de ce monde. Donnie échappe en effet à la mort en obéissant à une voix dans sa tête qui lui ordonne de quitter sa chambre. La voix est celle de Frank, un ami imaginaire qui ressemble à un lapin humanoïde et lui prédit que la fin du monde interviendra dans 28 jours, 6 heures, 42 minutes et 12 secondes. Pour le coup, l'histoire paraît extrêmement chelou. Et vous avez raison dans le fond. Mais ce lapin semble intriguant. Presque aussi intriguant que le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Bon, j'avoue, le lapin fait légèrement plus glauque. Frank le lapin donne plusieurs consignes à Donnie qui s'exécute sans broncher. Cela provoque une série d'événements qui aboutiront au dénouement. Il s'intéresse au voyage dans le temps et découvre grâce à son professeur de sciences le livre de la philosophie du voyage dans le temps, dont l'auteur est une habitante de la ville connue sous le nom de Grand-mère la Mort. D'ailleurs, il est intéressant de noter que la boucle temporelle de Grand-mère la Mort soit cassée, revivant en boucle cet aller-retour vers cette boîte aux lettres, comme attendant la fameuse lettre de Donnie. La première grande réaction en chaîne, c'est l'inondation du lycée, celle qui fera que Gretchen et Donnie se rencontreront. Et puis c'est l'occasion de croiser le jeu de Seth Rogen avec une de ses plus grandes répliques. Ça ne t'a jamais dit que t'étais sexy? J'aime bien tes nichons. Bref, c'est l'occasion pour Donnie et Gretchen de la raccompagner chez elle. Mais on y apprend aussi une chose importante, à savoir que Donnie a déjà brûlé une maison autrefois, une fois passant inconsciemment devant la maison de Cunningham qui brûlera plus tard dans le film. Justement, en parlant de maison qui brûle, la réaction en chaîne qui reste une des plus mémorables car elle traduit toute l'hypocrisie de certains gourous ou acteurs de pouvoir, à savoir sur le personnage joué par Patrick Swayze. Alors que Donnie et Gretchen vont au cinéma voir Evil Dead et la dernière tentation du Christ qui évoque le sacrifice, mais on y reviendra plus tard, Gretchen s'endort et Frank apparaît. D'ailleurs, vous noterez que lorsque Frank enlève son masque, c'est un adolescent dont l'œil droit a été crevé. Le même œil que celui qu'avait visé Donnie de son couteau lors d'une précédente hallucination consciente. Bref, revenons sur la réaction en chaîne. Frank montre un portail temporel à Donnie et lui ordonne d'incendier la maison de Jim Cunningham, un coach de la motivation, qui était intervenu dans son lycée et dont la théorie simpliste sur la division du monde entre deux émotions, la peur et l'amour, avait déjà consterné Donnie par le passé. Juste mettre une croix sur la ligne de vie à l'emplacement approprié. Non, je sais ce qu'il faut que je fasse, mais ce truc a aucun sens. On peut pas diviser les choses en deux catégories, les choses sont pas aussi simples. La ligne de vie est divisée de cette manière. Enfin, la vie est pas aussi simple. Mais vous n'écoutez pas ce que je dis. Il y a d'autres données qui auraient besoin d'être prises en compte dans tout l'éventail des émotions humaines. On peut pas regrouper uniquement les choses dans ces deux catégories et nier qu'il en existe d'autres. Si tu ne termines pas ton exercice, tu vas avoir le premier zéro de la journée. Je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit que je n'avais qu'à m'introduire le carton d'exercice de la ligne de vie dans l'anus.
L'incendie entraîne la découverte d'une cachette pédophile et l'arrestation de Cunningham. Mais la réaction en chaîne n'est pas finie. La mère de Donnie remplace Kitty, la professeure qui aurait dû accompagner une classe dont la petite sœur de Donnie a un concours de danse à Los Angeles, si elle n'avait pas pris la tête d'un groupe de soutien à Jim Cunningham à la suite des accusations de pédophilie. Sa sœur aînée d'ailleurs en profite de l'absence de ses parents pour fêter son entrée à Harvard, mais au cours de cette soirée costumée, Donnie est frappé d'une nouvelle hallucination et entraîne Gretchen et deux autres amis chez grand-mère la mort. Ils y sont attaqués par deux camarades de classe qui cambriolaient la maison cette nuit-là. Dans la bagarre qui s'ensuit, Gretchen est projetée sur la route et tuée par les roues d'une voiture qui s'arrête. En sort le petit ami de la sœur de Donnie, Frank, ce même Frank qu'il voyait lors de ses hallucinations. Il porte le costume de lapin que Donnie l'a toujours vu porter, mais il enlève son masque sans avoir d'égratignure. Alors Donnie lève l'arme de ses parents et il lui loge une balle dans l'œil droit, répétant avec le Frank humain ce qu'il avait déjà fait à son double imaginaire. Bien évidemment, l'arme a une portée politique. Le film s'ouvre sur le fait que la sœur de Donnie va voter Michael Dukakis, un rival démocrate contre George Bush Senior. Le républicain Bush a toujours été en faveur des armes. Ici, on nous montre justement l'effet pervers et une critique très orientée contre les armes. Malgré la jeunesse de Richard Kelly, on sent le côté démocrate du film plus politisé qu'il n'y paraît. Si on repense aussi au côté hypocrite symbolisé par le personnage de Cunningham, on va au-delà et on critique un ensemble des États-Unis qui semble aliéné par ces gens de pouvoir qui n'hésitent pas à manipuler des esprits faibles. D'ailleurs, lors de l'intervention de Donnie face à Cunningham, il y a aussi une hypocrisie de la démocratie qui nous force à penser autrement plus qu'à définir sa propre pensée au point de le faire taire. Finalement, cette intervention sera même antidémocratique. Tu vois ça? Ouais. C'est quand on est prisonnier de sa colère, c'est l'exemple typique. Ouais, ma poule. Vous voyez la peur s'exprimer? Ce garçon a une peur mortelle de la vérité. Je pense que tu vas toujours chercher tes réponses au plus mauvais endroit. Je pense que vous êtes cet enfoiré d'antéchrist. Ça suffit. Faites-le sortir de cette salle! Non mais pour qui D'ailleurs, c'est aussi décrit avec une conversation avec le personnage de Noah Wyle, mais aussi avec l'autre prof joué par Drew Barrymore qui ne peut pas enseigner comme elle l'entend. La liberté d'expression semble être aussi un faux semblant. Minuit est passé, la boucle semble bouclée, c'est le jour de la fin du monde annoncé par Frank. Il transporte Gretchen jusqu'à chez lui, puis la conduit sur la montagne surplombant Middlesex en voiture à l'endroit où commence le film lors de sa première crise de somnambulisme. Depuis la colline, il assiste à la formation d'un portail temporel sous la forme d'une tornade. Un avion s'y dirige, c'est celui de sa mère et de sa sœur qui reviennent de son concours de danse. L'avion perd un réacteur dans la tornade, le même que celui qui s'écrase 28 jours plus tôt dans la chambre de Donnie. Le film s'achève par un retour dans le temps qui ramène l'action le lendemain de la chute du réacteur. Tous les personnages concernés, directement ou indirectement, par la décision de Donnie, se réveillent en ayant fait le même cauchemar, l'histoire qui vient de se dérouler. La psychiatre se réveille en sursaut, Frank est dans sa chambre avec un prototype de masque de lapin pour Halloween, se touchant l'œil droit inconsciemment. Le coach pleure dans sa chambre, les autres personnages eux aussi ont des impressions de déjà-vu. Cette fois-ci, Donnie a choisi de rester dans son lit, s'offrant à une mort certaine, en sachant que son décès sauvera la vie de plusieurs personnes. Frank, Gretchen, sa mère et sa petite sœur. Car il connaît l'avenir dramatique qui se prépare s'il survit à cet accident. Son corps sans vie est transporté dans une ambulance, alors que Gretchen passe devant la maison de celui qu'elle n'a jamais connu. Pourtant, elle échange un regard appuyé avec la mère de Donnie. À la fin du film, Donnie se retrouve au premier jour dans sa chambre et attend le sourire aux lèvres la chute du réacteur. On peut supposer que, conscient de l'existence qu'il pouvait mener pendant 28 jours dans l'univers parallèle, il se sacrifie pour assurer la venue d'un univers où survivent Frank, sa mère, sa sœur et sa petite amie Gretchen. Donnie est obsédé par l'idée de mourir seul. Pourtant, c'est ce qu'il fera à la fin en choisissant de revenir dans le passé, attendre la fatalité. La fin du monde de Donnie s'est bien passée dans 28 jours, 6 heures, 42 minutes et 12 secondes. Sauf qu'il ne meurt pas réellement seul puisque cette réalité alternative lui donna du sens à cette mort. D'ailleurs, ce sacrifice va donner le sourire à Donnie, étant en paix avec lui-même et même soulagé de le faire. Si on regarde et on analyse bien, Donnie Darko survit au début car le temps a pris une autre direction. Le personnage est à la fois vivant et mort dans notre réalité, un peu comme le Spider-Verse ou Flashpoint où la réalité diffère selon les événements qui se sont produits si vous préférez. Avouez que l'idée de nous faire découvrir cette réalité alternative à
avant de nous dévoiler la véritable réalité est assez original et nous n'avions jamais vu ou très peu ce procédé dans un film pour ados. Là où le film est assez fort, c'est pour nous faire ressentir cette tangente sur le temps et ce sera d'ailleurs le point fort de mon deuxième visionnage. Remarquez les réactions de Donnie qui paraissent bizarres et observez, surtout au deuxième visionnage où on sent le personnage qui est conscient qu'il aurait dû mourir. La vision du lapin n'est pas non plus anodine, ce lapin qui est mort dans la réalité alternative mais bien vivant dans la bonne réalité. La mise en scène évoque cela avec cet effet miroir, ils sont opposés comme des alter-ego, comme un super-héros en somme. D'ailleurs, cette réalité alternative lui donne le pouvoir donc de changer les choses, mais surtout d'avoir même des super-pouvoirs. Car les années 80 sont aussi l'explosion des comics. D'ailleurs, on évoque le super-héros via le personnage de Gretchen. Donnie Darko. C'est quoi ça comme nom? On dirait le nom d'une espèce de super-héros de je sais pas quoi. Qui te dit que j'en suis pas un? Et bien évidemment le pouvoir également de prémonition de signes qui feront les fameuses réactions en chaîne. D'ailleurs, je reviens sur ces réactions en chaîne qui sont liées avec les personnages que rencontre Donnie tout au long du film. Tous ces personnages sont liés entre elles sans forcément le savoir. Plusieurs références sont sous les yeux de Donnie et cela dès le début avec Drew Barrymore qui évoque une nouvelle de Graham Greene où la destruction est une forme de création. Voir le monde quand on le met en pièces, c'est exactement ce que Donnie fera par la suite, car dans cette réalité alternative, il peut s'essayer à plusieurs expériences concernant cette réalité. Il veut changer les choses. Assez drôle car cette thématique de la destruction est aussi un thème d'un autre film où l'acteur Jake Gyllenhaal est l'acteur principal, à savoir Démolition. Analysons également le clip final sous la BO de Gareth Joel, Mad World, qui a également un sens. Après le sens de sacrifice de Donnie, nous voyons l'impact émotionnel de tous les personnages que Donnie a connectés, car Donnie a fait autre chose également en se sacrifiant. Il a aussi envoyé ces informations de cette réalité alternative aux personnes qu'il a rencontrées comme un mauvais cauchemar pour eux. C'est d'ailleurs évoqué sur la fameuse image dont Gretchen et Donnie parlent lors de leur exposé de science. Et nous les appelons GMI. Générateur de mémoire instantanée. Ouais, l'idée c'est que vous achetez ces lunettes pour votre nourrisson et qu'il les porte la nuit pendant qu'il dort. Mais à l'intérieur des lunettes, il y a des diapositives et chaque cliché représente quelque chose de paisible ou de beau, enfin tout ce que les parents veulent mettre dedans. Oui. Et qu'est-ce qui se passerait si les parents mettaient des photos de Satan ou des photos de cadavres? Je sais pas, moi. Hein? C'est ça que tu voudrais montrer à tes enfants? Et si on pouvait remonter dans le temps et prendre tous ces moments de douleur et de désespoir et les remplacer par quelque chose de mieux? Donnie fera pareil à la fin pour ses personnages en question. Avouez que cela vous est déjà arrivé, faire un rêve ou cauchemar tellement réaliste, presque perturbant, en étant soulagé, presque apeuré au réveil. Ici, c'est exactement ce qui se passe dans leur tête. D'ailleurs, Gretchen, lors du drame dans la maison des Darko, ressent comme une connexion près de cette famille. Elle est aussi comme chamboulée. Pour Frank, il touche son œil comme si son rêve lui avait fait ressentir cette réalité alternative. Cunningham réalise le monstre qu'il est également. Vous avez des références comme le crash du 11 septembre ou le crash du vol 587 de l'American Airlines qui s'est écrasé dans un quartier résidentiel du Queens, mais également aussi sur la tuerie de Columbine en 1999. Sauf que le crash de l'American Airlines s'est produit un mois après le film. Et pour les attentats du 11 septembre, le film était déjà tourné depuis longtemps pour une sortie aux États-Unis en octobre 2001. Quant au script écrit par Richard Kelly, datant bien avant la tuerie de Columbine, comme si le film donnait déjà des messages sur notre propre réalité, presque avant-gardiste. Même si je suis conscient qu'il s'agit d'événements tout à fait indépendants de la volonté du réalisateur, cela participera tardivement certes, mais à la renommée du film. Autre élément avant-gardiste, c'est le personnage de Kitty Farmer, interprété par Bess Grant, que vous avez vu dans Speed, Chucky 2 ou Little Miss Sunshine. Son personnage évoque le livre où on en parle de destruction, qui est une forme de création écrit par l'auteur Graham Greene. Le personnage de Madame Farmer est outré de ce qu'on enseigne à nos enfants concernant le principe même de destruction. On peut en faire aussi un parallèle avec le monde du cinéma, qui déteint de plus en plus au point de supprimer des blagues, en évitant de choquer un maximum. Bref, en édulcorant au maximum les œuvres. Nous détruisons indirectement la créativité en proposant des œuvres sans identité. Et c'est ce que l'auteur dénonce. Ce qui est totalement ironique quand cette dame Farmer semble être étranger à cette culture qu'elle n'a malheureusement pas pris le temps d'analyser. Censurer une œuvre implique forcément une forme d'hypocrisie, tout comme le personnage de Cunningham, comme je le disais plus tôt, puisque le personnage de Farmer est également une fanatique de celui-ci. Pour ce personnage, tout est manichéen. Seules deux émotions comptent, la peur et l'amour, ce qui reste très limité et assez simple d'esprit.
Je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit que je n'avais qu'à m'introduire le carton d'exercice de la ligne de vie dans l'anus. Bien évidemment, on peut avoir tous sa propre vision du film. Richard Kelly l'a dit lui-même, le spectateur fait son propre film, ses propres théories, sa propre vision, son propre ressenti. Regardez-moi, au début je n'aimais pas le film. Et lorsque j'ai vu la fin, ma vision a totalement changé. Mon point de vue, mon analyse fut totalement chamboulée. J'invitais même mes amis pour avoir leurs pensées et leur propre vision du film, car leur théorie m'intéressait vraiment. Et c'est là que le cinéma est incroyable quand il arrive à bien être exécuté. Donnie Darko est l'exemple même du film qui se regarde différemment d'un individu à l'autre. Comme une musique d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que cette musique alternative des Tears for Fears à la fin du film, c'est une version différente, un artiste se l'est approprié et en a fait sa vision à lui. Mais cet exemple peut se voir aussi à travers l'art en général, un tableau, une photo ou même un livre, chacun aura une vision différente et c'est vraiment le but du réalisateur. Mais soyons honnêtes, ce film reste un accident dans la carrière du réalisateur, les films d'après n'auront jamais l'audace, la créativité et la passion de son premier film. Voilà pourquoi ce film a été important pour moi. Ce film est compliqué, certes, mais il ne s'agit pas non plus d'un film qui se la joue à télo. Non, c'est une œuvre originale, qui dénonce, implique, provoque, éduque et nous force à réfléchir. Il est même étonnant de le dire, mais c'est même presque philosophique. Peut-être que c'est un peu hautain de dire ça, mais cette œuvre et la vision du film sera peut-être différent pour vous. Mon analyse même sera sûrement différente de la vôtre. J'aime ce qu'a fait Richard Kelly au niveau de sa vision politique, les choix des musiques, le voyage dans le temps et cette réalité alternative, les réactions en chaîne, les clins d'œil sur l'avenir du scénario comme si le spectateur pouvait lui aussi anticiper les événements à venir. L'effet du miroir et la mise en scène, les acteurs, le montage de la version longue. J'aurais pu vous parler plus de technique également concernant la mise en scène, mais là aussi je pense qu'il nous faudrait carrément une vidéo supplémentaire, mais pour ne pas vous laisser bredouille, je peux vous parler de cette caméra désaxée que l'on retrouve plusieurs fois dans le film. Elle est parfois retournée comme pour nous indiquer que c'est l'effet miroir de la réalité, un monde alternatif. Comme le personnage qu'est Donnie, on est retourné, on a presque la nausée avec ce genre de plan, comme pour nous montrer que nous ne faisons pas partie de ce monde alternatif. J'aurais pu également vous parler des références aussi, comme les musiques, vous vous en doutez, qui ont un sens précis dans le film, et jamais gratuites comme la mère de Donnie lisant un livre de Stephen King, It, ou ça en français, très célèbre pour avoir fait peur toute une génération concernant un clown croque-mitaine. Ce même clown que l'on retrouve bien évidemment à la fin, accompagné de Frank, le lapin, mais comme nous sommes déjà à plus de 20 minutes de vidéo, et que je pense avoir donné suffisamment d'arguments pour que vous voyez ce film, qui, je le répète, est totalement culte pour ma part. C'est une œuvre qui donne beaucoup aux spectateurs et qui mérite votre attention au plus haut point. Tout est ambitieux, tout comme l'explication du film. Je vous recommande chaudement ce film, et bien évidemment n'hésitez pas à mettre vos théories dans la zone commentaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à commenter, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mais également aussi sur notre site internet movies365.fr. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.